On va laisser la parole à Jean-Paul. Donc, écoutez, il va se présenter. Il a beaucoup travaillé sur la chartreuse de la Loubatière. Je vais peut-être vous raconter une anecdote marrante. Quand on a essayé de prévoir un travail sur la Loubatière, on s'est dit on va aller la chercher d'abord, parce qu'on savait à peu près où elle était, mais on n'avait pas identifié le lieu. Donc on y est allé une première fois, on n'a rien trouvé. Jean-Paul y est allé une deuxième fois, il me dit oh, Jean-Michel, attends, on abandonne le coup, là, parce que c'est vraiment, on ne trouve rien, on ne va pas travailler là-dessus. Et le lendemain, je suis allé avec mon frère, et j'ai dit à Gérard, donc je dis mais quand même, on est vraiment des imbéciles, parce que moi je sais bien qu'elle y est, je l'ai vue il y a 10 ans. Et en fait, elle était dans un tumulus qui avait été plus ou moins rapporté, avec plein de buissons, plein d'arbres ou d'arbustes. Et quand on est monté en haut de ce fameux tumulus, que l'on pensait être une montagne, enfin un tumulus normal, on a vu un trou, et dans le trou, il y avait la chartreuse dont va vous parler notre ami Jean-Paul. Bonne soirée. Et merci Jean-Michel. Mais là, tu m'as pris les débuts de la conférence, je voulais commencer avec ça. Mais non, mais c'est très bien. C'est très bien. Tu te rappelles que la seconde fois, je t'avais dit, mais attends, Jean-Michel, tu m'amènes un truc, mais il n'y a rien à voir ici. Il n'y a rien à voir. Et ben oui, parce qu'on n'avait pas vu, c'est le principal, qui était l'église, et qui était bien caché. Et quand on l'a vu, on a dit, ouf, là, on va se régaler, on va faire un truc superbe. Donc, bien alors, je suppose beaucoup qui connaissent déjà la chartreuse de la Loubatière. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vais expliquer donc un peu l'historiographie de ce site, l'archéologie, ce que ça nous a amené, et peut-être le devenir, et tout ça. Alors, là, ça ne marche pas. Voilà. Alors, on commence par au fin fond de la montagne, quand même, on est au fin fond de la forêt de la Loubatière. Et c'était des débuts improbables. Alors, les débuts improbables, c'est pour nous, c'est ce qu'on vient de nous raconter, c'est que vraiment on ne voyait pas, on ne savait pas du tout ce qu'on allait trouver. En tout cas, on ne pensait pas qu'on allait trouver quelque chose d'aussi important que ce que je vais vous montrer. Et ça peut être aussi des débuts improbables pour les moines, les chartreux qui sont allés là-bas. Je vais vous raconter leur histoire, c'est assez intéressant. Toujours est-il que les moines dans cette chartreuse sont restés 100 ans, de 1322 à 1423, un siècle de présence. Alors, je vais traiter en général un petit peu les chartreux. Moi-même, je suis parti un peu à la découverte parce que bon, je suis un peu un touche-à-tout, donc je ne connais pas tout ça. Et je suis allé voir un petit peu les chartreux, qui c'était, quel était cet ordre, qu'est-ce qu'il faisait, comment ça fonctionnait, comment il avait été fondé, etc. Donc, déjà, les moines, je vous ai mis quelques dessins que j'ai tirés d'un bouquin. C'était des moines tonsurés, premièrement. Deuxièmement, ils avaient une grande robe de drap blanc, serrée par une ceinture en cuir, un scapulaire, donc un truc que l'on met sur les épaules, avec capuce du même drap, qui s'appelle un cucul ou une cucule, je ne sais pas. Le nom est rigolo. C'est pas ton chien, Mathieu, qui s'appelle comme ça? Tu l'as donné son nom à ton chien pour ça? Non. C'est notre petit truc entre nous, hein, bon. Voilà. Mathieu Ledoux, c'est le président de la Société d'histoire et d'archéologie de Sorèze. Voilà. Et il avait ensuite un cilice. Alors là, sur le dessin, on ne le voit pas, peut-être pas tout le temps, parce qu'on voit plutôt des chapelets avec une croix au bout. Ils avaient un cilice, c'était un objet de mortification, qui peut être des draps très durs, des choses comme ça, qui était maintenu à la ceinture par une corde qui s'appelle le lombard. Alors tout ça, évidemment, je suis allé sur Wikipédia. Bon, des fois, il faut faire attention à ce qu'il y a sur Wikipédia. Mais là, j'ai trouvé beaucoup de choses intéressantes. Alors cet ordre des chartreux est appelé aussi l'ordre carthusien. Il a été fondé en 1000... Là, je vais lire un petit peu. Vous avez bien compris, j'ai mis plein de choses parce que je ne mémorise pas tout. Alors je vais lire un petit peu par moment, d'autres moments non. Et il a été fondé en 1084 par Bruno le Chartreux avec 6 compagnons. Les 6 compagnons, c'était 4 clercs et 2 laïcs. Et il l'a fondé à la Grande Chartreuse, près de Grenoble. Alors, ces chartreux, dès le départ, ont fait souhait de solitude et de silence. À la Loubatière, ils étaient tranquilles pour ça. Hein. Ils avaient vraiment la solitude et le silence. Donc, ils sont dans une vie contemplative. Mais leur vie n'est pas tout à fait une vie érémitique. Ils ne vivent pas complètement comme des ermites, parce qu'il y a des moments dans la journée, dans la semaine, où ils pratiquent, alors ça c'est des mots que je ne connaissais pas, donc je vous les livre comme ça, ils pratiquent le cénobitisme, c'est-à-dire la vie en commun, la vie en communauté. De temps en temps, mais la plupart du temps,
ils vivent une grande partie du temps, ils vivent dans des cellules, des petites cellules. Vous allez voir, on a trouvé les cellules de ces moines, il y en a 15 ou 16, je me rappelle bien, qu'on appelle les cellas. Et ils ont la vie commune, évidemment, au moment des repas, au moment de certains moments de détente qui sont parfaitement programmés. C'est 1h, 1h30, de telle heure à telle heure. Et normalement, ils ne doivent pas être plus de 2. Il ne faut pas qu'ils se regroupent, voilà, ils ne font pas la fête, quoi. Bon, voilà. Et ils se retrouvent de temps en temps aussi pour organiser un petit peu la vie administrative, la politique, entre guillemets, de la vie monastique, dans les salles capitulaires qu'on appelle, ou les salles des chapitres. Donc ces gens-là, ils prient, évidemment, ils prient. Ils prient ensemble, en communauté, mais parfois ils prient tout seuls dans leur cella. Et ils refusent notamment les correspondances spirituelles ou les accompagnements spirituels des personnes de l'extérieur. C'est-à-dire chez eux, il n'y a pas de prêche. Ce pas des gens qui vont monter pour prêcher devant des laïcs, devant des gens des villages. Alors évidemment, ces gens-là, ils sont aidés évidemment par pas mal de personnes, ce qui peut être l'évêque, le pape, bon, ainsi de suite. Ils peuvent avoir les taxes, les dîmes qu'on appelle, je vais chercher le mot. Excusez-moi, des fois, il y a des mots, je commence à vieillir un petit peu. Voilà, la dîme qui permet de leur amener de l'argent, mais la subsistance matérielle, pour la plupart des chartreux, c'est basé essentiellement, en tout cas pour ceux de la Loubatière, sur le pastoralisme, dont l'élevage, parce que le pastoralisme, l'élevage, c'est au-dessus, ça peut être des cochons, des veaux, un peu de tout. Donc c'était le cas pour les gens de la Loubatière, mais pas évidemment sur les édifices conventuels. Ils pratiquaient l'agriculture, c'est pas eux qui le faisaient, ils avaient des frères convers, et puis ils avaient des gens, des laïcs, qui travaillaient pour eux. Et aussi, ça c'est intéressant, retenez-le, mais pour moi, je sais que pour toi Fred, ça ne sera pas le cas, mais c'était des gens qui étaient, on dit qu'ils étaient un peu spécialisés dans les histoires de forges, de mines, de fontes de métaux. Et dans ces couvents qui faisaient que ça, il y avait le père Faber, le père qui fabrique. C'est plus un père supérieur, c'était pas un père supérieur, c'était le père Faber, le père qui fabrique. Et ensuite, il y a les liqueurs. Ben, vous connaissez la chartreuse, quoi, c'est bon, hein. C'est bon, c'est un peu comme la bénédictine, vous avez vu, bon, ils ne boivent pas que de l'eau. Donc, alors, les chartreux faisaient des liqueurs de la chartreuse, ce qui n'était pas le cas ici. Par contre, évidemment, tout ce qui concerne le pastoralisme, l'agriculture et, avec un grand point d'interrogation, en gras et en italique, peut-être les forges et les mines, mais nous n'avons aucun élément objectif pour dire ça pour la Loubatière. Mais vous allez voir au cours de l'exposé, je vais vous montrer qu'autour de la mine, autour de l'édifice des Chartreux, il y avait beaucoup de mines et il y avait beaucoup de métal, puisqu'il y a eu la Penna Roya qui a travaillé pendant des décennies et des décennies. Donc, l'organisation, je vous le dis, avait une organisation un petit peu pyramidale, avec un père supérieur, les frères convers, que je vous ai dit, qui avaient un travail quotidien. Alors, la visualisation de ces chartreux était souvent, la représentation était représentée par une mappemonde, un globe terrestre surmonté d'une croix, voilà. Et au-dessus de cette croix, alors c'était sous cette forme-là ou d'une façon beaucoup plus stylisée comme ceci, et dessus il y avait les 7 étoiles. Les 7 étoiles représentaient le fondateur Bruno et les 6 collègues que je vous ai dit tout à fait au départ. Alors parfois, par humilité, les étoiles, pour ne pas mettre trop en avant, qu'il n'y ait pas trop le culte de la personnalité de cette personne, on les mettait dessous. Et dessous, il y avait une devise. Cette devise, alors moi je n'ai pas fait du latin, je risque de vous le donner avec l'accent anglais, italien ou espagnol. Stat crux dum volvitur orbis, la croix demeure tandis que le monde tourne. Voilà. Là, oui, le reste, je vous l'ai déjà dit. Bon, je continue. Alors, concernant les Chartreux, il y a environ plusieurs décennies, tu reconnais ton livre, Frédéric, il y a un certain Auguste Bouchaillé qui a écrit un livre qui avait mis en avant que les Chartreux, ils étaient hyper spécialisés, ils étaient les maîtres des forges. Alors, les historiens, par la suite, ont démontré que ce n'était pas tout à fait le cas. Mais en tout état de cause, on sait qu'il y a beaucoup d'édifices de Chartreux
où ils fondaient le fer, le plomb, ainsi de suite. Et il y a des petits dessins qui sont dans ce bouquin que j'ai voulu vous mettre pour vous montrer un petit peu comment ils travaillaient. Ils travaillaient donc avec des martinets, dont on peut s'imaginer des petits moulins hydrauliques, des martinets pour taper sur le fer ou sur des bas-fourneaux, certainement au début, après c'est plus des bas-fourneaux. Donc ces gens-là travaillaient dans les forges. J'y mets un point. Pour moi, c'est un point important par rapport à ce que je vous ai dit. C'est qu'il y a plein de mines autour de la mine du monastère de la Loubatière. Alors, la visibilité des Chartreux, en dehors de ce globe surmonté d'une croix avec les 7 étoiles de la devise, eh bien, on a d'autres représentations. Et là, c'est vrai qu'au Rafontium, ils travaillent notamment sur les pierres, des pierres qui sont travaillées, que l'on retrouve dans la forêt de Ramondès, dans la forêt de la Loubatière. Et autour de la Loubatière, on retrouve essentiellement deux pierres sculptées. Elles sont pas, il y en a qu'une ou deux, on les verra plus tard, qui montrent la symbolique de la chartreuse de Saïs. Vous savez qu'à côté de Castres, il y avait la chartreuse de Saïs, qui a été fondée postérieurement à celle de la Loubatière. Il y avait 3 palmipèdes sur un petit liseré bleu, avec 4 bandes rouges et 3 bandes jaunes, que l'on retrouve sous différentes formes. Il y a aussi la chartreuse d'Escoussens, aux Escoussens, où il existait une fondation des Chartreux, où il y avait cette symbolique, une espèce de croix, je ne sais pas... C'est un S avec une croix centrale. Voilà, donc une spirale, un S. En fait, ils utilisaient beaucoup d'armoiries différentes. Oui. Et d'ailleurs, sur ta gauche, il y en a encore une autre. Voilà. Et selon les endroits, il y avait des gravures d'armoiries qui étaient différentes. Ok. Je ne sais pas pourquoi ça. Alors, un petit truc, alors c'est marrant parce que Fontbruno, le monument de Fontbruno, du maquis du confrère montagnois, on parle de Fontbruno, mais est-ce que Fontbruno, parce qu'on sait qu'il y avait 2 granges à Fontbruno qui dépensaient, c'est sous ton contrôle, Jean-Michel, que je parle là, il y avait 2 granges à Fontbruno qui dépendaient de la chartreuse des Escoussens, on est d'accord? Oui, mais elles y sont toujours. Elles y sont toujours, mais elles ont été rachetées, elles ont été un peu modifiées. Alors, ce qui est intéressant, Fontbruno, dis-moi, ce ne serait pas la fontaine de Bruno, le fondateur des Chartreux? Il doit bien y avoir quelque chose qui a eu. Tu es d'accord avec moi alors? On reste amis. Alors, cette chartreuse, parce que je l'ai employé déjà le mot, de la Loubatière, la Loubatière, Fontbruno, bon, on sait peut-être que ça ne correspond pas par rapport à Bruno. La Loubatière, c'est une chartreuse là où il y a des loups. Ils l'ont mis à un endroit dans une forêt où il y avait des loups. Et à l'époque, des loups, il y en avait énormément. C'est vrai que dans les thèses, dans les archives, ils parlent souvent des loups. Il y a des chasses organisées pour tuer les loups, tout simplement parce que c'est une véritable catastrophe, ces loups dans la forêt, parce qu'évidemment, il y a ce pastoralisme, et notamment fortement motivé par les draps, par la création des draps et tout ça de Carcassonne. Et évidemment, les loups, ça adore les moutons. Et ça, les gens qui élèvent les moutons, ils n'aiment pas trop les loups. Donc, ils sont allés à cet endroit-là, la chartreuse de la Loubatière, qui se trouve sur la commune de la Combe dans l'Aude, et elle a eu un nom en latin qui était la domus, la maison Lupatoriae. Qui c'est qui fait du latin, là? Vas-y, dis-le comme il faut. Je l'ai dit à peu près? D'accord. Alors, la chartreuse de la Loubatière, elle a eu plusieurs noms dans l'historiographie, parce qu'il y a beaucoup de choses, vous allez voir, il y a beaucoup d'écrits qui ont été faits. C'est vraiment, je ne me suis pas trop fatigué, j'ai repris les écrits des autres qui avaient très bien fait ça. Elle a eu le nom de Notre-Dame de Beaulieu, ou de Belloc, Beaulieu et Belloc, ça marche ensemble, hein. Notre-Dame de la Loubatière, ou Louvetière, la Domus Lupatori, ce qu'on a dit, appelée autrefois, la chartreuse de Carcassonne, elle a eu aussi comme nom, ou Sainte-Marie de la Loubatière. Vous pouvez intervenir, hein. C'est bien quand c'est interactif, j'aime bien. Si quelqu'un peut apporter des choses, c'est le moment. Moi, j'apprendrai en plus. Donc, cette chartreuse dans le dossier de Carcassonne, c'est une chartreuse masculine, évidemment, il n'y avait pas de femme. Patronage de Notre-Dame, date de fondation 1315 ou 1320, 1322, ça dépend des auteurs, les historiens. La fermeture est en 1427, et donc département de l'Aude et de la Combe. Alors, pour se documenter, parce que quand on aborde un site archéologique, on peut y aller comme ça, des fois on n'a rien,
on découvre. C'est le cas de pas mal de sites qui ont été trouvés dernièrement. Mais parfois, on a de la documentation. Le mieux, c'est avant d'attaquer le site, l'attaquer entre guillemets, c'est de se documenter. Et là, ma foi, il y a de la documentation. Alors on la trouve dans les archives départementales de l'Aude et du Tarn. Il y a pas mal de publications. Les deux plus importantes, en fait, pour moi, les trois plus importantes, c'est celle de Monseigneur Élie Griffe, de Charles Boyer, des Jean Blanc. Puis il y a Victor Canet, Claude Marquin, etc. La documentation aussi est donnée par les bornes de la forêt, puisque les bornes, on les a trouvées tout autour de la forêt de la Loubatière, et ça correspond bien avec la chartreuse de Saïs, tout ça, donc on a pu faire des similitudes donc, avec la chartreuse de Saïs. Et il y a aussi De Gensan. Normalement, c'est De Gensan. J'ai mis Gensan, c'est De Gensan qui avait fait. Lui, il y a 200 ou 300 ans qu'il avait écrit, ou peut-être oui, à peu près, et il avait fait un compte rendu notamment sur la géologie, la mine, et il parle notamment à un endroit de la mine d'argent de Cals. Cals, c'est à côté de la Combe, c'est à quelques kilomètres. Alors, c'est Cals haut, Cals bas, on ne sait pas. En tout cas, il y a une mine d'argent. Je crois que Marie-Alice Gardel, qui est archéologue, m'en a parlé, elle avait déjà vu tout ça, voilà. Et après, l'ONF a été super sympa. Notamment avec Sylvain Gaudriot, qui est le responsable de la maison ONF de la Loubatière, justement, qui se trouve à quelques centaines de mètres de cette chartreuse, et qui nous a donné pas mal de documentation qu'ils avaient compilée, parce qu'ils étaient intéressés par l'histoire du site, mais aussi beaucoup de documentation de la Pénois-Roya, c'est-à-dire la société des mines de la montagne Pénois-Roya. Voilà. Et évidemment, nous, on a essayé de rajouter là-dessus le diagnostic archéologique qu'on a pu y faire. Et là, on est content, des fois, parce que lorsque le diagnostic archéologique colle tout à fait aux sources d'histoire. Par exemple, lorsqu'on a trouvé les 15 ou 16 cellules, ça correspondait tout à fait à ce qui avait été écrit dans les textes, des textes assez vieux même, qui ont été trouvés au Vatican, hein, où on trouvait que le maximum de la population de moines dans cet édifice était de 15 à 16 personnes, dont on était vraiment en adéquation. Localisation géographique, je vais serrer de vite, je vais essayer de faire ça en une heure. Donc on a la Combe, on a le lac de la Galobe, Cals haut, Cals bas, Cals haut, on continue. Alors là, on est au milieu de la forêt, vous connaissez, c'est superbe, c'est très beau. Et là, il y a la maison de la forestière qui est juste à côté. Et le site se trouve juste à côté, pas très très loin de cette maison forestière. D'ailleurs, on dit, on n'a pas trouvé de traces objectives par rapport à ça. Et dans certains vieux plans, on ne parle pas de la maison forestière, évidemment, mais on parle de la maison royale de la Loubatière. Et certains disent que c'était, avant qu'il y ait la chartreuse, que c'était une demeure qui appartenait à l'évêque de Carcassonne, bien avant la fondation de la chartreuse de la Loubatière. Alors, la géographie physique, c'est intéressant, pour voir l'eau, l'hydrographie, le relief, ceci, cela, pour essayer, ça amène des éléments, hein. Mais il y a aussi la géologie. Alors là, je ne vais pas vous embêter avec la géologie, mais c'est important quand même de parler. Là, nous sommes vraiment au centre de la montagne noire, enfin au centre de la montagne noire, géologiquement parlant. Ici, vous avez un gros craton, ce qu'on appelle un craton. C'est un truc qui sort de l'intérieur de la Terre. Souvent, c'est les granites, si vous voulez, c'est les granites du Sidobre, qui est monté, qui a bouleversé absolument tous les anciens terrains sédimentaires qu'il y avait. Et la sédimentation, c'est essentiellement des lambeaux, ce qui reste des lambeaux de karstique, c'est-à-dire faits de calcaire, qu'il y a là. Donc il y a quelques grottes, elles ne sont pas énormes. Qui dit karstique dit accumulation d'eau et des sources qui sont pérennes ou d'exurgence et résurgence. Et ça, c'est intéressant, et notamment pour la forêt de la Loubatière et la maison forestière aussi, puisqu'il y a une source importante. Autour de ces calcaires, il y a ces fameux micaschistes qui ont été appelés anciennement schiste X, parce qu'au départ, ils ne savaient pas trop, notamment au temps de Bernard Gèze, lorsqu'il y a la carte géologique. Là, on est quand même dans des terrains très, très, très anciens, on est même dans l'infracambrien, c'est-à-dire là, on est dans les 700 millions d'années. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des cassures, il y a des failles, et c'est souvent sur ces failles qu'il va y avoir des remontées métallifères, ferrifères, qu'on va retrouver un peu comme partout, comme du côté de Cavres-Espines, où on va retrouver des remontées de fer, du plomb, de la blende, de la pyrite, calcopyrite, etc. C'est pour ça qu'il y a les mines. Alors c'est vrai que quand il y avait des gens qui étaient venus, notamment de Carcassonne, du lycée Grasailles, on va en parler tout à l'heure, ils avaient trouvé des pierres
il me les avait montrés, parce que moi je suis intéressé aussi par la géologie, j'essaye de comprendre un peu comment ça fonctionne. Il m'avait dit, on a trouvé des fossiles, c'est ça. Il y en a plein, hein, en vérité, il y en a plein. Alors il dit, des fossiles de 600 millions d'années, c'est une première, parce qu'en plus, sur les cartes géologiques, on n'en parle pas. On parle un petit peu de, notamment une dame qui s'appelle Fournier Vivas, des micro-organismes qu'il y a, mais qui sont vraiment, je vais dire, presque millimétriques, centimétriques, c'est vraiment très petit. Et là, vraiment, on voyait très bien ces trucs-là. Et ces trucs-là correspondent bien à des anciens fossiles, dont, notamment du Cambrien, de l'infracambrien, qu'on appelle des graptolites. Donc je me suis intéressé aussi à ça. Ça ne marchait pas trop avec l'histoire des Chartreux, mais j'ai demandé à un géologue qui était très compétent. Il m'a dit non, ça c'est pas des graptolites, c'est des systèmes de minéralisation avec des cristaux d'andalousite. Donc voilà. Alors, vu l'ancienneté et le métamorphisme des roches, c'était vraiment improbable qu'il y ait des graptolites dans cet endroit-là. Par contre, il m'a bien expliqué que, essentiellement, sur toutes ces failles qu'il y avait autour du couvent des Chartreux, on trouvait un système métallifère qu'ils appellent, dans leur terminologie, le BGP, la blinde, qui est du zinc, la galène, qui est le plomb, la pyrite, évidemment, l'argent et le fer, l'argent du côté de Cals, et ainsi de suite. Donc, c'est intéressant. Alors, dans les vieux plans, alors vieux, quand je dis vieux, non, c'est pas vieux, parce que quand on parle d'archéologie, vous allez dire vieux, c'est plusieurs siècles. Là, on est, si vous voulez, sur des plans qui datent certainement des années 1930, 1940 et 1950. Ça, c'est un plan de la Penoroya, où l'on voit justement la maison du garde. On voit à cet endroit-là, attendez que je ne dise pas de bêtises, à cet endroit-là, l'endroit où se trouve donc l'abbaye, notre abbaye des Chartreux. Et ici, on voit plein de bâtiments. C'était tout l'ensemble minier d'exploitation des métaux qu'il y avait dans cette montagne. Et on voit des galeries de mines. Des galeries de mines qui sont là, il y en a un peu partout. Et ces galeries de mines, elles sont souterraines, donc normalement en surface on ne les voit pas, sauf aux endroits où ça s'est effondré. Je vous explique après l'histoire des effondrements et les problèmes que cela engendre. Donc toujours est-il qu'on avait une grande galerie de mines qui passait exactement sous le chevet de l'église. Voilà encore notre plan qui montre bien qu'il y a l'église ruinée qui est marquée. Et on est en 1936, et là encore, l'exploitation ne se fait pas. Donc voilà, c'est un plan. Ils veulent donc acheter des terrains pour faire ces mines. Alors, chez nous, on a des spéléos. Nous, on en a fait de la spéléo. Maintenant, on préfère aller faire à la planche à voile. Non, on n'en fait pas. Mais la spéléo, on en fait un peu moins, ou en tout cas des grottes horizontales, comme le mas d'asile que l'on fait en voiture. Donc, ces mines souterraines existent et on peut y pénétrer. Mais là, ça fait peur, quoi. Ça fait peur. Alors, on a fait ces photos. C'était étayé avec des poutres IPN, je cherchais le mot, des poutres IPN. Vous avez vu dans quel état elles sont. C'est dans des poutres IPN qui n'ont que 50 ans, qui se trouvent dans un milieu donc à forte hygrométrie, l'oxydation certainement avec les métaux. Donc il n'y a plus rien qui tient, tout tombe. Le plafond, comme c'est du micaschiste, ça ne tient pas, c'est sous forme stratiforme, ça s'effondre. Et les effondrements, on a en particulier ici à cet endroit, cette galerie, vous la voyez bien, elle s'arrête parce qu'il y a un effondrement qui monte à la surface et ça fait des sortes de fontis. C'est-à-dire qu'à la surface, vous avez ces fameux trous de mine. Je vous coupe la vue, non? Ça va? Non, ça va. Donc, maintenant, on a vu un petit peu la situation, tout ça. Je vais vous faire parler un peu de l'histoire. Donc, là dont je fais appel aux sources historiographiques qui ont été quand même pas mal détaillées. L'histoire de cette construction. Donc, ça commence en 1310. C'est l'évêque Pierre de Rochefort, c'est marqué, mais en réalité, ça peut être aussi Roquefort. D'ailleurs, la symbolique à trois rocs d'or correspond bien aux armes du seigneur de Roquefort qui se trouve dans votre vallée du Sort, au-dessus de Durfort. Donc, Pierre de Rochefort est évêque à Carcassonne. C'est lui qui aurait peut-être, on dit, une domus, voilà, une petite maison de campagne à cet endroit-là, la Loubatière. Il va décider de fonder une petite église avec 4 prêtres. Au départ, ce ne sont que des prêtres.
Ce ne sont que des prêtres, c'est des prêtres, hein, en relation avec l'église de Cessac, c'est-à-dire ces 4 prêtres de l'église de Cessac qui vont venir, et l'église de Cessac va pourvoir à la subsistance de ces 4 prêtres grâce aux dîmes qui prélèvent donc sur la population, et ces 4 prêtres vont vivre à cet endroit-là. Donc certainement, toutes les constructions conventuelles qu'on connaît actuellement n'étaient pas encore faites, mais elles seront faites très rapidement, quelques années plus tard, en 1315. Dans les textes, il est bien marqué, les murs s'élèvent de terre. Il y a une église, un cloître, quelques cellules, un vivier de la fontaine de Brugidore. Cette fontaine vient des terrains calcaires que je vous ai parlé tout à l'heure. Cette fontaine était très certainement très près de la maison du garde. Et il y avait 12 religieux, là ils mettent par contre 12 religieux, 12 moines chartreux, qui vont vivre quand même dans un certain dénuement et pauvreté. Quant à ce qui concerne le vivier, c'est intéressant, parce que souvent, il y avait des grands viviers autour de ces monastères de chartreux, tout simplement parce qu'ils y mettaient beaucoup de poisson, ils mangeaient de la viande de poisson, la viande de rouge, ils n'en mangeaient pas trop, c'était presque interdit, quoi. Même, je crois qu'ils ne devaient pas manger de viande rouge, les chartreux. Donc, il devait y avoir certainement des poissons qu'ils élevaient dans une eau abondante qui arrivait des terrains karstiques. 1321, il y a un problème. Alors, qui avait le mauvais caractère? Est-ce que c'était l'évêque? Est-ce que c'était les moines? Est-ce qu'il y avait des problèmes matériels que les uns ou les autres n'ont pas pu mener? Toujours est-il que l'évêque va se rétracter par rapport à cette donation qu'il fait aux moines chartreux. Et il leur demande tout simplement, allez, vous laissez la place, et on va mettre 13 prêtres séculiers, c'est-à-dire des prêtres qui vont prêcher, qui sont en contact avec la population. Et évidemment, les chartreux ne sont pas contents. En 1323, les chartreux vont faire casser l'acte de Rochefort, et ils vont rentrer à nouveau en possession de la chartreuse, tout simplement parce que le pape va l'imposer à l'évêque, et en plus il va leur donner de grosses dîmes de Fontiès-Cabardès. En 1326, il y a un nouvel évêque, peut-être, alors je pose des jugements de valeur, excusez-moi, c'est pas bien, je ne devrais pas le faire, mais peut-être plus sympa donc, que le Pierre de Rochefort. Lui, par contre, il va donner des moyens. Il va donner une grange de Souméas, il va agrandir côté ouest l'édification d'une fontaine, il va construire des cellules basses sans mur d'enceinte. Et c'est là que l'on voit, je pensais qu'elles étaient tout à l'heure, c'est ce que je vous explique, c'est les 2 pierres gravées, une stylisée représentant la chartreuse de Saïx, et ici, c'est une crosse, c'est la crosse de l'évêque de Rochefort. Et ces pierres, vous les avez à l'entrée, elles ont été exposées à l'entrée de la maison ONF. Et il y en a d'autres, je crois, il y en a plusieurs qui ont été trouvés à la crosse, et ça, ils s'en parlent pas. Ce qui est intéressant, Vas-y. Yves Ourliac et François Gabold ont fait le relevé GPS de la totalité des bornes autour de la chartreuse de la Loubatière. Oui. Donc ça, on peut saluer leur travail parce qu'ils ont fait un travail fantastique. Et donc, il y a des séries de bornes chronologiquement différentes et portant souvent des armoiries ou des marques différentes. Il y a des murs même, des murs qu'on suit, enfin, il y a toutes des choses très intéressantes. Alors, c'est un peu fastidieux, mais c'est quand même important, je trouve, d'en parler. Je fais vite, là, parce qu'en vérité, je vous en aurais mis 4 ou 5 pages. 1336, alors là, on est à 6 ans de la fondation de Revel. Je fais un clin d'œil à M. Thibault. On était à 6 ans avant la fondation de Revel, et c'est le roi Philippe VI de Valois, le roi fondateur de Revel, le roi Philippe VI de Valois qui va accorder au monastère une maison à Carcassonne. Eh bien, la maison à Carcassonne, je ne sais pas si elle est louée, en tout cas, elle leur sert en tout cas lorsqu'ils descendent dans cette ville d'abri. En 1343, le monastère est en difficulté. Alors les difficultés, ça, il y en a plein. Ils sont en difficulté, il faut se les imaginer quand même complètement perdus dans la montagne. Et le lieutenant du roi en Languedoc, c'est-à-dire, si vous voulez, le président du conseil régional, si vous voulez, de maintenant, donne 50 livres de rente pour les aider, 50 livres, je pense, mensuels ou annuels, je ne sais pas. Et tous les droits de l'évêque de Carcassonne, qui sont dans la forêt de la Loubatière, sont pris à l'évêque de Carcassonne et sont concédés au monastère. On va vraiment aider le monastère pour qu'il puisse survivre. Et à Fontiès-Cabardès, ils vont faire l'acquisition de 2 maisons, soit données, soit achetées. Ça, le texte ne le dit pas. 1347, alors vous avez vu, ça suit 36, 44, 1347. Les terres de Cap-Vers-Servi, je pense que c'est un village dans le coin, ça je ne sais pas, sont données par Dame Lucie. Alors, ce n'est pas l'Australopithèque, les gens,
c'en est une autre, de Dame Lucie. Donc on veut abandonner la chartreuse de Beaulieu parce que les terrains de Dame Lucie, ils sont drôlement sympathiques. Et c'est plus sympathique que la loubatière. Mais ça ne va pas se faire. C'est-à-dire qu'on leur impose peut-être de rester dans ce lieu de solitude et, entre guillemets, de souffrance un petit peu. Et ils vont y rester jusqu'en 1424, jusqu'à ce qu'ils rejoignent la chartreuse de Saïx, je vous l'ai expliqué après. Donc le monastère, tranquillement, va péricliter au cours des années. Et à la fin, il ne va rester que 5 religieux et un convert. Donc, nous avons le minimum à 3-4 religieux, le maximum à 15, avec des hauts et des bas. Ça marche comme ça. Et à côté, ce qui va faire péricliter aussi, va poser des problèmes aux finances, ce monastère, c'est les longs procès qu'il va y avoir. Les procès, alors à l'époque, il y en a des procès, ça y va, ça marche, c'est une affaire qui tourne. Seulement, les procès, ça coûte cher aussi. Alors là, écoutez, je vous laisse lire rapidement. Hop, il y a des procès pour tout, pour des histoires de moutons qui ne mangent pas où il faut, pour des histoires de maisons qui s'écroulent, pour des problèmes de gestion, voilà, ainsi de suite. La chartreuse de la loubatière, oui, et alors après, en 1361, il y a l'édification de la chartreuse de Saïx. Alors vous avez vu, c'est quelques décennies après la fondation de celle de la loubatière. Donc, on édifie la chartreuse de Saïx et la loubatière, on est malheur à la loubatière. Et on dit là-bas, du côté de la Goutte, du côté de Castres, elle est sympa cette chartreuse qu'il y a. Et certainement, il y a des pourparlers. Et en 1423, les biens de la chartreuse de la loubatière vont être réunis à la chartreuse de Castres, la chartreuse de Saïx. Et il y aura une confirmation papale le 12 décembre 1446. Et il est bien écrit dans les textes que la chartreuse de la loubatière est donc transférée de loco horroris et vasta solitudine, de lieux d'horreur et de vaste solitude. Et puis il y a d'autres trucs qui parlent des loups, des malfaiteurs, des gens qui viennent les attaquer. Enfin, peut-être ils grossissent un petit peu pour dire nous, on ne veut pas rester là, qu'on n'est pas bien. Ce qui est intéressant, je vous l'ai mis, mais on ne va pas le lire, hein, bien sûr, c'est qu'on a le nom de tous les pères prieurs. Quoi, voilà, on a le nom, en telle année, ainsi de suite. Et un fait intéressant, c'est toujours un peu croustillant ces trucs-là, c'est qu'il y a un problème d'hérésie en 1328. Alors là, j'essaie de comprendre, mais il y a un des chartreux de la loubatière, qui est Pierre de Haris, qui est accusé d'hérésie. Il va comparaître devant l'inquisiteur de Carcassonne, et l'inquisiteur de Carcassonne va être, on va dire, assez sympathique, parce qu'il ne veut pas trop donner une image mauvaise de ce monastère. Il va lui donner l'absolution de l'excommunication. C'est-à-dire, pour l'histoire d'hérésie, habituellement, à l'époque, on meurt, quoi. C'est la peine capitale. Et là, ils vont y arranger, ça va être une grande indulgence qui va être donnée par ce frère inquisiteur. Alors, je lis, par égard certainement pour l'ordre de Chartreux, mais aussi pour le monastère de la Loubatière. Et cette peine va être un peu allégée. Alors, j'ai essayé de me renseigner un peu sur ce qui se passe là. Qu'est-ce que c'est cette histoire d'hérésie? En vérité, cette hérésie commence avec les franciscains qui ont une autre lecture, autre que celle du pape, qui est à l'époque Jean XXII, si je me rappelle bien. Le pape Jean XXII dit que Jésus-Christ et ses apôtres et ses disciples n'étaient pas dans le dénuement complet, alors que ces gens-là disent qu'ils étaient dans le dénuement complet. Donc ça ne plaît pas du tout à l'ordre établi par le pape, et donc c'est considéré comme une hérésie. On le retrouve là. Alors, ce qui est intéressant, c'est le dossier de Boyer, de M. Boyer, qui était de la Société d'études scientifiques de l'Aude, et qui, en 1939, fait des fiches. Alors, c'est ça, à l'époque, il faisait plein de fiches. Moi, j'ai trouvé des fiches de sites qui étaient pratiquement inconnus. Je pense notamment au Mont Revel, qui se trouve au-dessous de Cessac. Lui, il avait déjà fait une fiche là-dessus. Donc, il nous fait une fiche avec un premier plan de l'église de la Loubatière. Oh, c'est ce regard. Ah non, mais c'est bon, je suis dans... Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il y a des photos. Pour l'époque, faire des photos, bon. On a des photos où on voit vraiment que les murs sont beaucoup plus hauts, ils ne sont pas détruits, on voit des espèces de petites fenêtres. On en voit une grande ici, avec un petit dessin qu'il a fait. Évidemment, tout ça, ça n'existe plus, tout simplement parce qu'il y a la mine qui s'est effondrée au-dessous, en partie. Et il y a d'autres plans. Alors ça, c'est ce que je vous disais, lorsqu'il y a marqué maison royale, de la Loubatière, etc., etc. Et là, on le voit très bien. On voit très bien sur ce plan qu'il y a bien marqué la maison royale de la Loubatière avec l'église ruinée et le vivier qui est là.
Alors, est-ce que c'était le vivier du monastère? On ne sait pas du tout. Est-ce que c'est un vivier plus récent? Ça, par contre, on n'a pas analysé ça. Voilà encore l'église ruinée. Et enfin, il y a eu... alors ça, les deux travaux, donc vous avez vu un petit peu les gens qui ont écrit, et j'ai oublié Élie Griffe qui est rentré dans le détail, qui a parlé beaucoup de ce monastère. Il a fait, je crois, une dizaine de pages là-dessus. Et donc après, en 1990-1991, c'est le collège de Grasailles, à Carcassonne, qui va lancer un projet d'éducation. Projet d'éducation, comment on appelle les PEA. PEA, c'est ça? Projet d'éducation. Enfin, projet d'éducation, il y a notre lettre, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus l'acronyme. Donc, on voit des photos. Ils ont même fait des petits panneaux didactiques, mais ils sont restés un petit peu au plan de l'église de 1936. Et ils ont dégagé, ils ont défriché, ils ont fait un petit peu ce que nous, on a fait donc l'année dernière et l'année d'avant. Et ils ont sorti une partie de l'église. Alors nous, on a dit, mais c'est surtout Jean-Michel qui m'a mis le doigt dedans, et tout est passé dans l'engrenage. Et heureusement qu'on est une sacrée équipe, qu'on est nombreux, vous allez voir, je vais vous expliquer avec qui on a travaillé. Donc on a essayé d'avoir une analyse plus objective du terrain, essayer de dégager les murs, de bien voir toutes les composantes, les unités structurantes de ces bâtiments. Et on est parti juste pour l'église. Mais vous allez voir, comme je dis, on y met le doigt, et après il y a le genou, il y a tout le coude qui y passe. Donc on va, très rapidement, je vais essayer de rester à l'état, on va voir avec qui on a fait ça, l'état des lieux, la problématique, la méthode de travail, les diagnostics et la suite. Alors, avec qui? Eh bien, on a travaillé évidemment à quelque chose de très officiel. On a demandé des autorisations à la DRAC et au SRA, la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, au service régional de l'archéologie, dont on a eu notre autorisation. Et tout cela s'est fait dans le cadre de plusieurs PCR. Au début, il y avait un premier PCR, projet collectif de recherche, qui était archéologie, histoire de la montagne nord-occidentale, dont nos associations étaient là, puis il y en avait d'autres. Mais après, ça a grossi, le truc a grossi, c'est devenu, sous ton contrôle, je parle, Jean-Michel, tu m'arrêtes si je me trompe, dans le cadre du PCR à Reforest, qui marche avec l'université Jean Jaurès, le CNRS et le laboratoire Trace. Maintenant, c'est devenu un truc énorme. Je ne sais pas, peut-être on est... J'exagère pas si je dis on est 150, non, à travailler sur ce truc, hein. Une centaine. Exactement, mais dans tous les cas, il y a des rapports qui sont faits tous les ans, oui. qui sont vraiment volumineux. Oui, c'est 300 pages. Hein. On a écouté déjà 2 comptes rendus annuels sur le PCR qui font pas loin de 400 pages chacun. Voilà. Enfin, c'est un truc qui marche du feu de Dieu, tellement même que, je pense que c'est au niveau national, ou peut-être c'est le service, la DRAC Occitanie, qui a donné des sous pour faire un LIDAR. Un LIDAR, c'est un système, ceux qui ont vu la conférence avant-hier, c'est des systèmes laser qui permettent de modéliser en relief, mais vraiment pratiquement au millimètre, enfin, et qui permet de voir des choses que l'on ne voit pas lorsqu'on est sur le terrain. Donc, pour ce qui concerne la Loubatière, le milieu associatif, c'est environ 30 personnes qui étaient vraiment sur le terrain, mais on est monté parfois, il y a des gens qui sont venus nous voir, il y a des gens qui nous ont filé un petit coup de main. Parfois, je pense qu'on a du monde, on devait être en tout 40 ou 45 personnes à graviter autour de cette église. Alors, il y a l'association War Fontium, la Société Histoire d'Orvel, la Société Histoire d'Archéologie de Sorèze, la Société de recherche spéléoarchéologie du Saurézois et du Revellois, et l'Amicale laïque de Carcassonne, parce qu'il y avait 2 membres de l'Amicale laïque de Carcassonne qui étaient venus, et par politesse, on les marque aussi. Alors, c'était assez sympa. En plus, on bénéficiait d'un emplacement de l'ONF, avec une petite maison où on pouvait faire du barbecue, faire des saucisses, des choses comme ça, sans risquer de mettre le feu à la forêt. Et on avait donc une base qui était excellente et qui était juste à côté de cette forêt. Alors, l'état des lieux et l'objectif principal était évidemment l'enregistrement de ce monument, comme site de la banque de données de la DRAC. Je pense qu'il n'y était pas, bien qu'il y ait eu des choses écrites dessus. Donc, on a voulu faire ça avec une visée, bien sûr, de protection et de valorisation. Protection, en tout cas. Valorisation du site aussi, mais aussi une synthèse des connaissances de cette fondation datant de la première moitié du XIVe siècle. Mais on a voulu aussi et surtout, chose qui n'avait pas été trop faite, c'est l'étude de la typologie du monastère, voir si ça correspondait aux typologies systématiques que l'on retrouve dans les fondations de Chartreux,
voir les unités structurantes qu'il y avait, parce qu'il n'y avait pas que l'église. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres choses qu'on n'avait pas du tout vu au début. Comme je vous disais, même l'église au début, on ne l'avait pas vue. Et l'emprise foncière, est-ce que c'était un gros, petit, est-ce qu'on peut l'y retrouver, ainsi de suite. Actuellement, on peut dire que la surface estimée du site, église et bâtiments conventuels, tout ce qu'on connaît, c'est environ 15 000 m². Autant que je sache, si je me rappelle ce qu'on m'apprenait à l'école, ça fait 1,5 hectare. C'est ça, voilà. Alors là, on sait qu'il y a un cimetière, des cellars, l'enclos du couvent, le préau, l'église, etc., etc. Les motifs de l'intervention, eh bien, je me répète là un petit peu, je crois. Oui, c'était la précision du bâti de l'église, de la pièce adjacente. On a dit qu'il y avait une pièce. On voulait essayer de savoir ce que c'était, mais a priori, il semblerait, d'après ce qui est dit dans les définitions des typologies d'ordre des Chartreux, c'est souvent des salles de chapitre, les gens qui se réunissent pour organiser certaines choses. Retrouver la typologie de site cartusien, je rappelle cartusien, ça correspond donc au Chartreux, l'emprise foncière et le cimetière, que l'on retrouve pas sur le terrain, que l'on devine à travers le lidar sans en être sûr, mais que sur certains écrits, on dit que c'est au sud de l'église. Et c'est vrai que le lidar, je voulais le montrer tout à l'heure, on dirait qu'il y a des trucs à cet endroit-là. Donc on a voulu retrouver le tracé de l'enclos du couvent. Il est reconnu avec certitude sur 23 mètres environ, parce que là il est assez haut, là on est sûr que c'est un enclos, et puis tout le reste qu'on va deviner avec le lidar. Et on a tenté de réaliser une relation historique donc, avec le potentiel métallurgique local, c'est-à-dire que les nombreuses mines qui étaient présentes tout autour de l'ensemble conventuel, mais qui sont assez récentes pour celles que nous avons vues à ce jour. À part la mine de Cals, qui est en argent, qui pourrait dater du 15e et 16e siècle, peut-être avant. Mais nous, franchement, on n'a rien vu. Là, on ne peut rien dire, on ne peut pas du tout, objectivement, on n'a aucun élément qui permet de dire que ces moines pouvaient travailler dans le cadre de la métallurgie. Méthode de travail, donc je vous l'ai dit au début, quand on avait le problème de savoir où se trouvait l'église, on ne voyait rien. Ça a été ce qu'on appelle pompeusement dans pas mal d'écrits le wallfielding, c'est-à-dire marcher dans les champs, tourner à 10, 15, il y a là un truc, là, qu'est-ce que c'est? Essayer de mettre ça sur un papier pour essayer d'ordonner un petit peu. Puis une fois que les choses sont un peu ordonnées, on arrive à comprendre un petit peu quelque chose, et là, on commence à pouvoir travailler, c'est-à-dire commencer un défrichement. Alors, les défrichements, là, je ne vous dis pas, hein. Là, on a mouillé la chemise, en plus il faisait chaud, pas comme maintenant, mais il faisait très chaud. On a un peu souffert. Là, on a fait parler les tronçonneuses. Il y avait des arbres, quoi. Il y avait des gros trucs, les ronces, tout ça. Il y en avait énormément. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne le voyait pas. Évidemment, le truc s'est révélé. Après, on a dit, ah ben oui, voilà, là, il y a le cœur, là, et ainsi de suite. Hein. Et on a essayé de dégager les murs pour être sûr, parce que les murs étaient recouverts, on ne les voyait pas très bien. On voyait donc le relief, mais on ne savait pas très bien exactement où se trouvait le mur. Donc, on a fait des fouilles, un petit peu, des fouilles dans les murs, chose qu'ils acceptaient au niveau de la DRAC et du SRA. Alors, bon, mais ça, je vous l'en ai parlé. Voilà, alors il y a beaucoup de parements de murs qui étaient facilement repérables dès le départ, parce qu'une fois qu'on a défriché, on les a vus. Mais par contre, il y en a d'autres que l'on ne voyait pas du tout, notamment au niveau des contreforts. Donc on a essayé de faire une analyse de tout ça, et on a essayé de faire une analyse par une petite fouille vraiment très petite, hein, de quelques mètres carrés, juste pour atteindre le sol, pour essayer de voir s'il y avait peut-être des pavements avec des tomates, des choses comme ça. Bon, en vérité, on n'a retrouvé que des plaquettes de micaschiste, donc, qui étaient arrangées un peu comme ça, rien de particulier. Et aussi et surtout, mais ça c'est surtout à la seconde année, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait ces fameuses cellules de moines. Et alors là, l'année dernière, on y a mis le paquet là, concernant ces cellules de moines. Et les cellules de moines, dans les écrits des Chartreux, je suis en plus en relation avec un père chartreux qui me donne beaucoup d'informations et qui va m'en donner encore. Je n'ai pas donné le rapport final. Et pour eux, la cellule, c'est la joie, c'est le chemin, c'est la croix, c'est souffrir aussi un petit peu. Voilà. Et l'essentiel de la vie du Chartreux se passe dans l'espace clos de la cellule individuelle. Ces cellules... l'emploi du temps est marqué. Alors, je ne sais pas si c'est partout dans tous les établissements pareils, mais c'est marqué à telle heure, il se lève à telle heure, il y a la cérémonie religieuse, à un moment, il y a un moment de détente, à un moment, il repart dans les cellules pour prier, mais seul, façon solitaire, puis il se retrouve, enfin, tout est vraiment, vraiment bien cadré. À l'heure près, hein, voilà. Et laissez là. Donc, les cellules des moines
qu'on a à Loubatière font environ 7 à 8 mètres de côté. Il y en a, c'est des carrés parfaits, d'autres, ils sont un peu rectangulaires, mais ils sont placés les uns à côté des autres, vous verrez bien. L'église, pour vous donner une idée, c'est 25 mètres de long environ sur 7 à 8 mètres de large. Et la suite, donc, c'est un grand point d'interrogation, parce que c'est vrai qu'on a dit que ça serait bien d'arranger, de l'ouvrir pour du tourisme culturel, pour le coin. On ne sait pas du tout, donc, parce que là, il faut d'autres moyens, il faut que la mairie, la municipalité s'implique. Est-ce qu'elle veut vraiment s'impliquer? Je ne sais pas. Toujours est-il que nous, on a produit donc, ces relevés du bâti, avec les détails, en montrant bien où se trouvaient les niches, les contreforts, les absidioles rayonnantes, ceci, cela, les portes, les trous de boulins. On a absolument tout détaillé par des photos. Évidemment, je ne vous les ai pas toutes mises, mais voyez un peu ce que ça peut donner. Évidemment, après, on a essayé de replacer, de remettre très exactement l'église. Alors là, je vais dire, c'est au centimètre près, avec des endroits qu'on n'a pas pu dégager, où on peut supposer qu'il y a le double du contrefort ici. Là, c'est pareil, il est là ou il est là, on ne sait pas. Et donc, il y a des parties qu'on ne sait pas ce qu'il y a parce qu'on ne l'a pas fouillé, on n'a pas eu le temps. Et on voit ici cette salle, la salle des chapitres, on va appeler comme ça, mais on n'est pas sûr que ça soit ça tout compte fait. Ce n'est pas un réfectoire, puisqu'ils ne mangeaient pas ensemble, normalement, ils mangeaient chacun dans leur coin. Et au milieu, il y a un pilier central qui tenait certainement la charpente et le toit. Et avec ce fameux mur qui part et qui s'arrête, et puis on n'a pas tout relevé, parce que c'était beaucoup de travail. Quand même, je le dis, il faut savoir que cette opération a coûté 250 € à la DRAC. On a fait ça, mais on est des bénévoles. Mais nous, ça nous va, c'est 250 €. Bon, on n'a pas davantage de frais. On amène les pelles de la maison, vous avez compris, quoi. Ça marche. Et alors, après, on a bien signifié les endroits où c'est qu'on est sûr qu'il y a les parements externes et internes, et l'endroit où c'est qu'on n'est pas du tout sûr, on le laisse en grisé, vous voyez, en pointillisme. Là, on n'est pas sûr, là, on n'est pas sûr. Là non plus, voilà, tout ça, et les points d'interrogation. Et ici, on a remarqué qu'il y aurait peut-être le pendant de ça. De l'autre côté, on n'est pas sûr non plus parce qu'on n'a pas eu le temps de le fouiller. Alors, il y a des coupes qui ont été faites, des coupes importantes qui permettent vraiment de s'imaginer comment est le site. Et là, on voit très bien, celle-là est intéressante parce que là, on est, si vous voulez, là, c'est le chevet, enfin, ça, c'est comment on appelle ça, un mur renfort. Le chevet de l'église, il est là. Le chevet de l'église est là, dont on a le chœur, voilà. Et ici, vous avez la mine qui passait dessous, à quelques mètres dessous. Ça s'est effondré et ça a emporté une partie du renfort. Et là, quand vous voyez ça, ben, quand vous êtes là-haut, vous vous dites, on ne va pas sauter, quoi. Enfin, c'est costaud, mais voilà, ça a l'air de ne pas trop tenir. C'est pour ça que ça pose un certain problème de valorisation, de consolidation. Il faudrait beaucoup d'argent. C'est dommage, ça vaut le coup. Elle est chouette, cette église. Hein. Et puis là où elle est, voilà, une autre coupe. Bon, ça, c'est l'église avec la salle des chapitres. Hein. Et donc, après, il y a un relevé photo. Un relevé photo. Alors, attendez, je crois que là, j'avais... Non, je ne sais pas là que je vais vous montrer. Un relevé photo avec les trous de boulin, les angulations. Alors, souvent dans les écrits, on dit que, dans les écrits des années 30, on dit, oh, cette chapelle, ils n'avaient pas trop les moyens, ils ont monté les blocs comme ça, un peu à sec. Pas du tout, pas du tout. Tout est chaudé, tout est là chaud. C'est très rectiligne. En plus, vous avez vu, il y avait un revêtement en chaux sur le revêtement interne. On peut s'imaginer que quand on rentrait dans cette église, qui devait avoir à peu près la dimension de cette pièce, on devait rentrer, il devait y avoir des murs blancs, avec des niches sur les côtés, ou des absidioles où il y avait des statues, des trucs comme ça. Et il y avait aussi des montants en pierre, parce qu'on a retrouvé quelques pierres qui sont des pierres d'art, si vous voulez, qui ont été taillées, et avec une croix, enfin en tout cas une emblématique cruciforme. Je vous les montrerai. Je crois que je vous les montrerai, je ne sais plus. Voilà, et encore, alors ici c'est une niche, une absidiole rayonnante qui se trouve donc complètement dans le chœur. Il y en a deux, mais elles sont complètement bouchées, quoi, parce que tout ça s'est tombé et vous êtes là vous êtes environ à 5-6 mètres du niveau de base de l'église. Non, pas 5-6 mètres, 3-4 mètres. Alors au niveau, alors ça c'est le fameux pierre d'art que je vous parlais. Ici, c'est des espèces, je ne sais pas si on peut employer le mot de claveau, de gros claveaux. C'est un truc à 3 morceaux, vous voyez, qui se mettaient contre un mur, ça s'empilait les uns aux autres. Vous avez vu qu'il y a la croix qui est ici, si vous ne la voyez pas parce que c'est un peu clair quand même. Et ça permettait de tenir certainement des poutres transverses.
Et ça devait enjoliver certainement l'église. Et ensuite, il y avait des pierres qui étaient taillées. Alors ça, on n'a pas pu... La forme est très particulière. Et après, en tant que mobilier archéologique, poterie, tout ça, que nenni, on n'a rien trouvé. Ben, on n'était pas parti d'abord pour chercher ça. Donc ça n'avait pas de grand intérêt parce que le site est parfaitement bien daté. Par contre, on a trouvé, hasard, une espèce d'opercule. C'est un truc qui était pour fermer une sorte de jarre, de choses comme ça, qui est en pierre. Alors, concernant les pierres d'art aussi, on a remarqué que dans la maison du garde, dans la petite dépendance, il y a des pierres qui viennent certainement, comme ces espèces de grandes pierres, qui viennent peut-être de l'abbaye. Le lidar, alors ça c'est important, je vais faire vite, excusez-moi. Le lidar, ça c'est intéressant, alors vous connaissez le principe, donc, ce qui est en rouge c'est en relief, ce qui est en bleu c'est en creux. On voit très bien l'église, le chœur, le chevet. Ce qui est en creux, c'est des zones donc, qui sont enfoncées. Ici, on a peut-être le cimetière. Ici, on a une espèce d'ancien chemin qui passe là et qui passe près d'une espèce de vivier, d'un truc qui est bâti d'ailleurs, où il y avait de l'eau, certainement des sources qui devaient amener de l'eau. Ça, on ne sait pas par où. Mais on a aussi et surtout ce grand truc rectangulaire qui est en vérité un truc qui a été anthropisé dans les années 1950. En vérité, c'est un énorme terril. C'est-à-dire que tous les stériles des mines, ils les mettaient là. Alors c'est énorme, vous montez de plusieurs mètres et en bas c'est vraiment très horizontal, c'est assez curieux, il y a des arbres qui ont poussé depuis évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est ces petits carrés que vous avez là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Et alors, vous allez voir sur un plan, moi j'ai continué parce que sous le terril il y a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et là ça ressort du terril, 14, 15. Voilà, on a les 15 cellules et les 15 moines qui sont vraiment bâtis en U autour du grand bâtiment conventuel. Alors, voilà, tout ça on l'a expliqué sur le plan. Donc voilà, on sait qu'il y a environ 6 cellules qui sont sous le terril, que l'on ne verra jamais, évidemment. Et après, on a essayé de retrouver un petit peu où se trouvait le préau. Le préau, c'est la partie centrale. Alors là aussi, il y a des formes rectangulaires, ici. Alors c'est vrai, dans la typologie des couvents, souvent dans ces préaux où se trouvent les cellules autour, il y a une grande croix, et avec des espèces d'espaces végétaux qui est mis là. Et là, on peut s'imaginer, attendez, je dis pas, ouais, ici, que c'est peut-être le cimetière qui est là. Voilà, alors voilà une typologie d'une chartreuse. Alors évidemment, les églises n'est pas toujours au même endroit. Vous avez vu, les moines ont chacun leur maison. Partout c'est pareil, que ce soit en Angleterre, je crois que c'est l'Angleterre. Enfin, il y a 4 tomes qui ont été écrits, je ne sais plus quelle année, dans les années 1913 à 1919, qui recensent, qui fait l'inventaire de toutes ces chartreuses. Et vraiment, tout est comme ça, quoi. Et non, la nôtre, c'est un peu ça, en plus petit, évidemment. Voilà. Et on a trouvé, à la fin, une espèce de... Alors, on ne sait pas ce que c'est, on pense que c'est une capitelle. Tout simplement parce que ça ne fait pas 7 à 8 mètres, donc ce n'est pas les restes d'une cellule de moine. En plus, c'est vraiment à un point bas, on peut très bien s'imaginer qu'à un moment donné, ça a peut-être ramené de l'eau. Alors, ça, c'est nous, on aimerait que ça soit ça, quoi, mais on n'est pas du tout sûr. Mais peut-être une capitelle, comme on peut trouver, vous savez, il y a le chemin des capitelles, un truc que je vous convie à aller voir, qui se trouve du côté de... derrière Aragon, là, voilà, c'est superbe, ça. Ah, ça vaut le coup, ça. Voilà. Alors, par contre, comme je vous disais, il y a des mines qui se sont effondrées, les toits se sont effondrés. Alors, vraiment, c'est pas marrant, ça, quand ça s'effondre, on se dit, bon, ça esquinte quand même un peu la forêt, le site et tout ça. Mais à un moment donné, il y a eu même 2 effondrements qui nous intéressent beaucoup. C'est-à-dire, c'est assez curieux, ça s'est fait juste à l'endroit où il y a une cellule. C'est-à-dire, la cellule a été aspirée vers le bas, il est resté des pans de mur, et les pans de mur des cellules nous ont permis donc, sans faire de fouille, de savoir à peu près comment c'était. Je vais terminer, n'ayez pas peur. Voilà, et je fais un petit clin d'œil à la personne qui a fait cette superbe exposition, qui était venue un jour à Arfort lors d'une réunion, et où on parlait justement de la loubatière. On disait, ah, la loubatière, tout ça, il faut continuer à ça faire, on faisait des plans d'attaque, quoi. Et le gars dit, oh, mais là, c'est pas trop dans ma zone, parce que lui, il était sur la forêt de Ramondens, il voulait rester que là, je crois, il voulait que dessiner. Il m'a dit, j'aimerais venir. Et il vient, et il dit, oh là là, ça, c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Ça sort vraiment de l'ordinaire, il nous a fait ce dessin. Bon, alors, vous le voyez peut-être pas très bien, mais on voit très bien le cœur de l'église, avec évidemment le loup qui est à côté. Et alors, il écrit justement, c'est ce que je vous raconte, qu'il avait trouvé que ça sortait vraiment de l'ordinaire, qu'il fallait absolument qu'il fasse un dessin. Le dessin, vous l'avez là-bas au fond. Et
1 heure. Merci, merci beaucoup. Alors, si vous avez des questions à laquelle je peux répondre, même celles que je ne peux pas répondre, vous tentez le coup, ben, je suis là pour vous répondre. Voilà. Bonsoir. Je voulais juste porter une précision sur les moines chartreux. En fait, ils étaient plutôt sur un mode associatif que sur un mode ecclésiastique traditionnel. C'est pour ça que vous avez tous les ans, on changeait le prieur si le prieur ne faisait pas l'affaire, si le chef, entre guillemets, ne faisait pas l'affaire. C'est pour ça qu'il y avait souvent des renouvellements. Et ce n'est pas l'archevêque qui décidait, ce n'est pas l'évêque qui décidait, c'est eux qui décidaient. Ils avaient une certaine autonomie par rapport justement à ça. Ensuite, il y a une notion qui est très importante sur les chartreuses, c'est ce qu'on appelle le désert. Autour d'une chartreuse, normalement, il y a un désert. C'est un espace suffisamment grand pour qu'on crée de la solitude. Parce que ces gens-là, ils prient dans la solitude et dans le silence. Ils se retrouvent ensemble, grosso modo, 1 fois par semaine, entre eux. Bon, ils ont du monde autour d'eux, mais leur vie, c'est l'espace. Voilà. Si tu veux en voir une très belle chartreuse, oui. Qui, c'est pareil, c'est une ruine, mais très bien conservée, c'est l'Averne dans le Var. Oui, oui, mais elle est très connue. Oui. L'Averne, c'est splendide. Et la notion de désert est très importante. Il ne faut pas croire que... D'ailleurs, ce qui m'a étonné, c'est que celle de Saïs ait été, entre guillemets, autorisée, parce qu'elle n'est pas du tout dans un désert. Non. C'est un peu contradictoire, quoi. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils avaient déjà pris des latitudes par rapport à Brunon, c'est-à-dire le père fondateur? Est-ce que déjà ils avaient pris des latitudes? Mais donc à 12 vivre là-haut pendant l'hiver avec les loups qui rôdaient autour, ça ne devait pas être simple, quoi. Et les bandits, Et ils ont craqué, quoi. Ils ont craqué. Ils ont tenu un siècle quand même, mais ils ont craqué. Merci Frédéric. Alors évidemment, il y aura une publication. On a publié déjà des résultats, quoi. Mais il y aura une publication finale dans 1 an et demi. C'est un truc qui va faire peut-être 50-60 pages parce qu'on va tout y mettre, on trouve ça intéressant. Puis au moins, on aura travaillé pour quelque chose. Je dis, il est recouvert, c'est-à-dire que tous les travaux que tu as faits, oui. Maintenant la végétation a repoussé. Ah oui, ben oui, ça va très vite. On ne retrouve plus les espaces oui. qui ont été dégagés, puisque à une vitesse grand V, tout a repoussé à l'intérieur des murs en fait. Ouais. C'est bien dommage, mais il faudrait faire ça pour les ans. Oui. Alors, en vérité, on n'en a pas un à publier. Il y en a un, c'est presque sûr, qui sera publié en décembre, mais ça sera celui de PCR Reforest, où on rajoutera quelques petits trucs. Mais le gros rapport, en vérité, ce sera un gros livre, hein, un gros livre, une grosse publication, où on va mettre peut-être 10 ou 15 sites dedans, et notamment des sites qui, il y a même plusieurs années, où on a sorti des éléments qui sont sous forme de dossier au service régional d'archéologie, mais qui n'ont pas été publiés. Et on estime que quand même si parfois on parle des stromatolites ou des trucs un peu compliqués, on estime que les gens, après, ils prennent ce qu'ils veulent et qu'ils connaissent leur environnement. Alors ça devrait sortir en 2023. Oui, j'ai oublié de dire que quand ils sont partis, les chartreux qui sont partis, ça a perduré un petit peu, mais pas sous la forme d'église, parce qu'en vérité, il y a des gens, d'ailleurs, quand on regarde le parcellaire, les gens ont racheté des parcelles, ça a été tout divisé, alors, surtout pendant la Révolution. Mais aussi, ce qu'il y a, c'est que dès que les moines sont partis, les gens ont récupéré les belles pierres, dont les portes, les fenêtres, des trucs comme ça, tout ça s'est descendu. Et voilà, alors on trouverait même, à ce qu'il paraît, des choses dans le village de Lacombe. On m'avait signalé, notamment dans une ferme, où ils avaient des choses. Je devais y aller, puis je n'ai pas eu le temps. Mais voilà, tout a été récupéré. Et même, on voit les gens qui reviennent faire de l'agriculture à cet endroit-là. Et il y a un texte où on dit que les ossements, tout ça, là, le cimetière, ils ont fait du ménage. Oui, c'est possible. Donc, on a trouvé une personne qui a fouillé une autre chartreuse en France, qui s'appelle M. Mordefroid. C'est un archéologue. C'est dans le Nord. Du musée de Lons-le-Saunier. Donc, c'est quand même fort. C'est vrai, c'est vrai. Il a prévu de venir la voir parce que pour lui, elle a un grand intérêt. La plupart des chartreuses ont subi de nombreux incendies. Et donc, les plans de chartreuses tels qu'on les a à l'heure actuelle ne correspondent plus du tout aux plans d'origine.
Or, les plans d'origine, pour les trouver, c'est pas simple. C'est le Vatican, hein. En gros, c'est ça. Donc, lui, son intérêt, c'était justement de trouver un édifice qui n'a pas subi de transformation. C'est un peu le côté un peu exceptionnel. Ah oui, c'est brut de pomme, là. Il n'a duré qu'un siècle, à peu près. Donc, lui, son intérêt, c'était ça. Et on voit bien quand même que cette chartreuse, elle a été faite avec les pierres du lieu parce qu'en fait, ce sont des gens qui démarraient souvent de zéro et ils utilisaient tout le matériel qui était sur le site, le bois, etc. etc. Et celle-là, apparemment, n'a pas subi d'incendie ni rien. C'est le temps et puis des gens qui ont pillé, effectivement, pour prendre la pierre. Parce que la pierre, ça avait une valeur à l'époque, on construisait avec. Donc c'était bon. Mais elle a un intérêt au moins pour ça, quoi. C'est que là, elle est dans le jus, quoi, comme on dit. Parce que ce qu'on ne vous a pas montré, c'est qu'autour des cellules de moine, il y a des murs. Il y a des murs, mais il y a aussi des espaces. Il y a aussi... peut-être des petits jardiniers, peut-être. Il y a des promenoirs, normalement, il y a des promenoirs tout autour du cloître où les moines pouvaient seuls se promener dans le silence. Donc il y a tout ça qu'il faudrait redécouvrir, mais c'est un gros travail, quoi. Là, il faudrait s'y mettre avec du matériel qu'on n'a pas. Il y a certainement ce qu'on appelle des déambulatoires. Voilà, c'est des déambulatoires. Où ils étaient, ils marchaient. Bon. Et il y aurait un truc intéressant, c'est de retrouver les alimentations d'eau, justement, qu'il y avait. On en a retrouvé une qui a été d'ailleurs détournée par une mine de la Penaroya, mine qui maintenant est noyée, et qui a détourné donc la source principale qui coulait fortement, ce qui explique l'emplacement à cet endroit-là. Parce que sans eau, ils ne pouvaient pas vivre. Voilà. Merci. Oui. D'où ils venaient? Non. Oui. Ah oui. Il y a tous les noms. Ah oui, il y a les noms, mais d'où ils venaient? Massac, c'est dans les Corbières. Ah d'accord, oui. Ah oui, tu veux dire, ouais. Mais moi j'aurais été, tu vois, Calvé. Il aurait dit c'est un type qui vient de Catalogne, hein. Voilà. Peut-être, tu vois, ou d'Ariège. Hein. Oui. Vous savez ce que ça veut dire, Calvé, l'homme chauve. Hein. Ça commence. Hein. Si, ah bah merci. Oh, c'est sympa. Oui. Vous nous avez montré un plan qui est très intéressant du 14e de l'église. On voit des contreforts qui sont très importants, avec le chevet qui est typique du début du 14e, qui tend à laisser penser que cet ensemble était voûté. Donc, par rapport à disons, de l'importance des contreforts que vous avez montrés, avec des croisées logiques, typiques du 14e. Donc, si c'est le cas, probablement, pour des raisons, elles se sont effondrées. Oui. Dans les sols, là, il doit rester encore des vestiges de cet ancien voûtement. Alors, voilà, oui, peut-être, parce qu'il y a beaucoup de pierres. Mais enfin, il y en a beaucoup, hein, je pense que c'est architecture en bois. Mais là, je ne suis pas du tout compétent. Donc. Mais si vous voulez, le fait qu'il y ait des contreforts, les contreforts, ce n'était pas spécialement pour tenir des arcatures en pierre. C'est que le mur, il fait 28 mètres de long. Et l'épaisseur ne fait que, je veux dire, je ne sais plus, 1m20, 1m40. Donc il faut des contreforts en endroit, vous savez. Ça me fait penser un petit peu à, pour ceux qui connaissent, la chapelle Saint-Jean de Bezocel. Vous y êtes allés, peut-être certains, c'est pas très loin ici. La chapelle Saint-Jean de Bezocel, à des endroits, ils font comme des espèces que j'appelle des lentos. Ils mettent des appareillages au plus peccatum, au plus pescum. C'est-à-dire, au lieu de les mettre, les assiser à l'horizontale les uns sur les autres, où il peut y avoir une plasticité et partir un peu dans tous les sens. Et bien à des endroits, ils font des assises horizontales, et d'autres endroits, ils mettent ces opus pescum, arêtes de poisson, vous voyez, comme ça. Et d'abord, c'est beaucoup plus facile aussi à construire, et ça emploie, je pense, un peu moins de chaud, tout simplement pour rigidifier les murs. Donc, peut-être que c'est vrai que je le vois comme ça. Mais rien ne dit que c'est comme vous le dites. Hein. Il pouvait y avoir très bien des trucs... Oui, mais en fait, tu as vu les dessins qu'il y a sur l'Atlas, là, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est peut-être des trucs beaucoup plus récents, mais c'est des arcatures en bois, quoi, c'est des charpentes en bois. Pas d'autres questions? Merci d'être venu, merci de votre patience. Hein. Merci.